Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On va pouvoir commencer tout doucement, il est tout pile 13h30, je vois qu'on est déjà environ 45, mais je pense que encore de nombreuses personnes vont nous rejoindre. Voilà, pour mettre un petit peu de contexte, aujourd'hui on se retrouve, comme vous le savez certainement, pour un webinaire, donc un webinaire WooClap sur l'engagement des étudiants dans leur apprentissage. Et on va être ensemble aujourd'hui pour quelque chose comme environ 45 minutes à 1 heure pour échanger autour des pratiques à mettre en place et pour partager des conseils super concrets et actionnables dès la rentrée de septembre. Donc, je vais attendre encore peut-être quelques secondes pour voir que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent. Je vais peut-être profiter de ce temps-là pour tout simplement nous présenter. En tout cas, nous présenter du côté de WooClap. Donc, dans le chat, vous allez retrouver ma collègue Charlotte qui va vous partager des liens et qui répondra à certaines de vos questions et réactions dans le chat. Donc, le chat, il se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas tout au long de la session à envoyer vos questions ou vos remarques. Voilà, Charlotte sera là pour y répondre. Et quant à moi, alors je suis Madeleine, je suis Customer Success Manager chez WooClap, donc, et j'accompagne des établissements d'enseignement supérieur sur leurs enjeux d'innovation pédagogique et aussi sur les questions d'engagement des étudiants, entre autres. Donc, j'animerai les échanges aujourd'hui entre nos intervenantes. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nadia Jacobi et Janine Berthier. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Et puis, je vais tout simplement vous laisser vous présenter en quelques mots. Qui est-ce qui commence? Celle qui... Allez, Janine, l'honneur à toi. Bonjour à tous, ravie de participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis Janine Berthier, je suis ingénieure pédagogique et responsable développement innovation pédagogique du CEMU, qui est le service d'appui à la pédagogie à l'Université de Caen. Bonjour à tous, donc moi je suis Nadia Jacobi, je suis au départ enseignant-chercheur en économie industrielle et de l'innovation, ancienne vice-présidente en charge de la transformation numérique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et depuis, comme certains de mes collègues, et je vois qu'il y a plein d'anciens collègues directs ou indirects dans les participants, donc certains vont dire que j'ai mal tourné, puisqu'en fait j'ai quitté l'université pour devenir une entrepreneur. Et j'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Simone et les robots et qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans leurs projets de transformation numérique. Super, merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations. Alors, j'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet, je pense que vous aussi. Mais aujourd'hui, donc, je vais quand même vous faire un petit briefing sur le programme qui nous attend. Donc, ça va être simplement un programme en 3 étapes. Donc, on va tout simplement commencer par discuter de ce fameux engagement des étudiants, pour un petit peu sa définition et puis les enjeux que ça implique. Ensuite, on pourra voir des actions concrètes qui peuvent être mises en place. Et enfin, Nadia et Janine vont nous donner tous leurs conseils pour savoir un petit peu par où commencer. Alors, on va tout de suite commencer. Donc voilà, sur l'engagement des étudiants, comme je vous disais, la définition et les enjeux. Donc je pense que vous voyez bien mon écran. Et puis on va commencer par quoi d'autre qu'un événement, enfin qu'une question WooClap. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez rejoindre l'événement donc pour répondre à la question en cliquant sur le lien que je pense ma collègue Charlotte va mettre dans le chat. Donc vous allez voir, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien. Ou alors, si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez simplement scanner le QR code qui se trouve à gauche de l'écran. Et donc moi, là, en direct, je vois le nombre de personnes qui nous ont rejoints. Donc je vois qu'on est pour l'instant en bas de l'écran. Ici, nous sommes 25, 26. Donc, je vais attendre le temps que tout le monde nous rejoigne ici. J'espère que ça fonctionne bien de votre côté, mais ça a l'air. Et puis, je vais quand même poser une première question au clap pour qu'on puisse lancer le sujet. J'attends encore peut-être quelques secondes, le temps que ça se stabilise, sachant que vous pouvez quand même rejoindre l'événement, même une fois que la question aura commencé, il n'y a pas de souci, toujours en cliquant sur le lien. Je vois que c'est à peu près stable, donc on va commencer. Donc, je vais vous demander tout simplement, en un mot, qu'est-ce que vous inspire l'engagement des étudiants? Alors, allez-y, vraiment, ce qui vous passe par la tête, motivation, on commence fort avec la motivation, les échanges, l'intérêt que portent les étudiants, effectivement, au cours qui est en train de se passer, leur implication. On a plein de mots différents. Enthousiasme, j'aime bien ce mot, dynamique. Apprentissage actif, effectivement, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser comme mot, le fait d'être actif durant son apprentissage. Je crois que c'est quand même le mot motivation qui ressort le plus. Non, je crois qu'on a déjà plein d'idées.
Vous allez voir que Nadia et Janine vont pouvoir rebondir, je pense, sur pas mal de ces notions-là. Puis je vais pouvoir, hop, friser le nuage de mots ici. Hop, merci beaucoup pour vos réponses. Donc voilà, implication, motivation, c'est ce qu'on va déjà retenir comme premier mot-clé pour ce sujet. Et donc, on va pouvoir continuer là-dessus. Je vais commencer tout simplement par vous poser la première question, Nadia et Janine. Est-ce que vous pourriez me dire chacune ce que vous entendez par engagement étudiant? Quelle est la définition pour vous de ce terme? Alors, j'y vais, Janine. Oui. Quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu au sujet du webinaire, la première chose qui m'est venue, c'est ce qu'on entend par engagement étudiant en général à l'université, c'est-à-dire l'implication des étudiants dans des activités bénévoles ou des missions au service du collectif. Et puis évidemment, assez vite, je me suis dit, non, si on discute avec WooClap d'engagement étudiant, on doit plutôt s'intéresser à une autre notion de l'engagement qui est celle de comment je crée l'échange, comment je crée la conversation pendant le cours, entre les étudiants et l'enseignant, et comment je fais en sorte qu'ils participent le plus possible, avec quoi comme objectif? D'acquérir évidemment des connaissances, mais aussi des compétences. Et je crois qu'il y a un des sujets dont on pourra peut-être discuter un peu plus ensuite, c'est aussi comment le cours, au-delà de l'acquisition de connaissances, permet aux étudiants de développer des soft skills, de confronter ses idées aux autres, de s'exercer, s'entraîner à la prise de parole en public, à l'écoute des autres et des arguments des autres, et à engager la conversation dans le cadre du cours sur le thème du cours. Donc moi, c'est ce que ça m'évoque plus particulièrement, on va dire. Ok, alors moi, c'est vrai que, évidemment, quand j'ai vu le mot engagement, mon intervention va plutôt porter sur l'engagement de l'étudiant dans une activité d'apprentissage. Alors, on a un service d'accompagnement pédagogique, donc quand on parle avec les enseignants d'engagement, c'est bien ça, c'est comment accompagner, comment arriver à obtenir l'engagement de l'étudiant dans une activité d'apprentissage. Et donc, évidemment, et là, ça rejoint le nuage de mots de tout à l'heure, et cet engagement, il repose principalement sur la motivation, même si évidemment il y a d'autres facteurs qui vont entrer en compte, notamment peut-être le profil d'apprentissage de l'étudiant, son environnement d'enseignement, d'apprentissage. Maintenant, on parle aussi d'environnement capacitant. On peut vraiment lier le mot capacitant et engagement. Évidemment, ça va dépendre aussi des conditions de vie de l'étudiant, mais en tous les cas, on sait que si on veut l'engagement de l'étudiant, il faut arriver à le motiver. Voilà, et c'est vrai qu'un étudiant qui est motivé s'engagera plus facilement dans une activité, plus facilement, plus durablement. Donc là, l'objectif pour un enseignant, c'est d'arriver à réunir les conditions pour que l'étudiant s'implique pour atteindre l'objectif que l'enseignant aura fixé. Et ce qui est important, c'est l'objectif qui aura du sens pour lui en tant qu'étudiant. Je ne sais pas, voilà. On peut difficilement parler de motivation sans parler de Roland Viau, mais voilà, si on prend quelques éléments, les différentes sources que cite Roland Viau, voilà, ce qui est important pour un étudiant, c'est que l'activité dans laquelle qu'on lui propose d'avoir du sens pour lui, il doit avoir aussi un peu l'impression d'être, c'est ce qu'il appelle le sentiment de compétence, qu'il va être capable de réaliser l'activité, et le sentiment d'autonomie aussi, qu'il ait quand même une liberté de choix. Moi, je rajouterais même qu'il puisse aussi faire des erreurs. Et puis aussi, ce qui est important, ce qu'il appelle le sentiment d'appartenance, c'est arriver à créer un climat de confiance. Voilà, moi je dis sans motivation, il y a rarement d'engagement. Et aussi, ça rejoint aussi ce que disait Nadia, sans interaction, c'est pareil, il y a difficilement engagement. Merci beaucoup pour vos définitions. Et je pense qu'on a effectivement revu pas mal de mots qui sont apparus dans notre nuage de mots. Oui, voilà, complètement. Ouais. Super, merci beaucoup. Écoutez, je pense que maintenant qu'on a la définition, on peut un peu rentrer aussi dans les questionnements qu'on peut avoir autour de ça. Et donc, à votre avis, et puis surtout selon votre expérience, et je pense tout ce que vous avez pu observer, notamment dans l'enseignement supérieur, pourquoi, pour vous, ça semble difficile ou non, d'ailleurs, d'obtenir l'engagement de ces étudiants ?
Alors, si je dis un mot pour démarrer, en fait, c'est bien. J'aime bien le ou non, Madeleine, parce qu'en fait, je crois qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles c'est difficile d'obtenir l'engagement des étudiants et leur implication dans le cours et la création de ces interactions et de ces échanges. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles ça l'est beaucoup moins. Et si je pousse un peu plus loin, je dirais même, il y a des enseignants pour qui, finalement, c'est pas tant que ça une difficulté. Alors, probablement ceux qui se sont, au cours des dernières années, pas mal interrogés sur leur pratique pédagogique. Je suis sûre que Janine en parlera un peu plus encore après. Et qui ont essayé, y compris avec des grosses cohortes, de sortir de la transmission de connaissances très descendante, où il existe encore, enfin dans certains établissements, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin il existe encore de l'amphi de 3 heures dans un amphi de 500, où il y a 500 étudiants qui sont assis dans un amphi, qui prennent des notes, qui d'ailleurs parfois enregistrent leurs cours, où finalement il n'y a pas de place pour l'échange entre les étudiants avec l'enseignant ou entre les étudiants entre eux. Quand bien même, il existe aujourd'hui des solutions technologiques, et WooClap est un parfait exemple pour ça, qui vont permettre de créer l'interaction ou l'échange, de susciter l'intérêt, de réveiller des étudiants parfois un peu endormis, comme ça n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans, et où malheureusement on était obligé de passer par ce format de transmission de connaissances. Donc je crois que le vrai sujet, c'est autour de comment l'enseignant s'interroge sur sa pratique pédagogique, comment il met l'étudiant au cœur de son cours, en fait, et non pas comment il pense son cours exclusivement comme une transmission de connaissances. À l'heure où la transformation numérique des enseignements est quand même très en marche, et d'autant plus en cours, enfin d'autant plus réel, on va dire, avec les 2 dernières années de crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de connaissances qui peuvent tout à fait être transmises au travers de modules d'auto-formation, des enseignants qui vont créer des capsules vidéo, des ressources pédagogiques disponibles sur le LMS, que les étudiants vont tout à fait pouvoir consommer, si je puis dire, ou utiliser ou consulter pour acquérir des connaissances, je dirais, standards. Et le cours devrait probablement être un peu plus un lieu d'échange, de questionnement, d'interaction, plus qu'il ne l'est certaines fois, mais néanmoins ça existe. Nous, on est au contact de pas mal d'enseignants aussi dans différents établissements. Je prenais il y a quelque temps l'exemple d'une enseignante d'anglais à l'université de Caen, alors parce qu'on est ici réunis avec Janine, mais dans d'autres établissements aussi, où il a bien fallu au cours des 2 dernières années, s'habituer à cet enseignement en distanciel. Et quand on enseigne une langue vivante, si on n'apprend pas à faire un peu autrement quand nos étudiants sont à distance, ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui vont aussi se poursuivre, enfin qui se poursuivent et qui font que l'interaction existe. Donc pour moi, le sujet, il est sur comment je m'interroge en tant qu'enseignant sur l'évolution de ma pratique pédagogique et comment je sors de la transmission très descendante de connaissances. Ouais. Bon, là, c'est difficile de passer après Nadia, parce qu'elle a pratiquement tout dit. Non, mais voilà, je vais dans le même sens qu'elle. C'est vraiment que là, il y a plein de choses. Le contexte, évidemment, le profil des étudiants qui a évolué. Voilà, on n'a pas les mêmes étudiants qui a 20 ans ou même 15 ans. Il faut que l'enseignant, il arrive à adapter ses méthodes, qu'il repense ses méthodes, qu'il repense ses pratiques pour vraiment les adapter à ce nouveau profil des étudiants. Même, c'est vrai qu'on parle encore du modèle CMTD à l'université. C'est vrai que ce modèle est un peu résolu. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les cours magistraux, parce qu'on a des enseignants qui sont extraordinaires, qui sont capables d'engager, de capter les étudiants dans un amphi de 500 et même sur un cours de 2-3 heures. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les mots qui ressortaient aussi dans le nuage de mots, quoi. Je crois que maintenant, il faut impliquer l'étudiant. Moi, vraiment, c'est ça, c'est qu'il faut absolument rendre l'étudiant acteur de son apprentissage.
et se tourner vers les méthodes de pédagogie active, quoi. Moi, j'aime bien citer toujours Marcel Lebrun dans son modèle d'apprentissage où il allait jusqu'à dire il faut permettre à l'étudiant de réaliser un chef-d'œuvre. Moi, j'aimais bien cette idée de chef-d'œuvre, quoi, parce que c'est bien, on voit bien, il y a bien ce qu'on a cité tout à l'heure, le côté motivation, le côté création, le côté engagement. Voilà, donc il faut aussi que les enseignants, mais je crois que ça, maintenant, ils ont bien compris et tout, leur rôle a évolué. Voilà, ils ne sont plus du tout des transmetteurs de connaissances, hein, évidemment. Le rôle a évolué, ils deviennent un peu, alors même si des fois c'est un peu dur pour eux d'entendre ça, mais enfin, ils deviennent des facilitateurs, ils deviennent des accompagnateurs, peut-être des chefs d'orchestre, voilà, et même s'ils restent experts du contenu, bien sûr. Et donc, moi, je pense que vraiment, l'évolution, c'est qu'il faut éviter. Alors, ça implique pour l'enseignant d'interagir, d'évaluer. Hein. Alors, dans le mot évaluer, il n'y a pas le côté sanctionner. Hein. Évaluer, c'est être en capacité de faire des feedbacks régulièrement sur sa progression à chaque étudiant. Et voilà, c'est vraiment accompagner la progression de l'étudiant. Ça bouscule l'enseignant, mais ça bouscule aussi l'étudiant. Hein. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on propose des activités, on va dire, de pédagogie active, hein, où on demande des étudiants de travailler en groupe, de produire, de restituer, de collaborer. Il y a certains étudiants aussi qui finalement étaient trouvés bien confortables le fait de rester au fond de l'amphi et de ne pas s'engager, quoi. Donc, ça bouleverse un petit peu tout le monde, quoi. Mais je pense que nos établissements sont sur la bonne voie et moi je trouve qu'il y a je rejoins Nadia, il y a des enseignants qui font des choses assez fabuleuses, hein, en s'appuyant ou non sur des outils. Hein, et c'est vrai que CLAP, Nadia a parlé aussi des contextes qui sont aussi quand on enseigne à des grands groupes, bien, utiliser des techniques de rétroaction en amphi, bah oui, c'est un moyen aussi pour dynamiser les cours en amphi, capter, motiver, engager. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je pense que maintenant qu'on a eu pas mal d'éléments sur le sujet, on voulait aussi pouvoir rebondir sur vos avis, la manière dont vous ressentez aussi les choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à une autre question au CLAP pour qu'on puisse aussi avoir les mots de vos bouches, ou en tout cas de vos claviers. Donc, à quel point est-ce que vous avez eu le sentiment de bien engager vos étudiants cette année? Voilà, vous pouvez répondre à la question qui apparaît à l'écran, puis ça permettra à Nadia et à Janine de pouvoir rebondir sur vos réponses. Alors, je vois que pour l'instant, on a plutôt du positif, donc une majorité d'étudiants bien engagés pour certains étudiants bien engagés, d'autres qui ont un petit peu lâché pendant l'année. Il y a des différences en fonction de l'étudiant. On peut aussi parfois des différences en fonction de la période de l'année. Peut-être des étudiants, je pense, un peu plus motivés en début d'année, peut-être avec un relâchement, je ne sais pas, en cours de semestre, peut-être, j'imagine. On a aussi une majorité d'étudiants peu engagés ou pas engagés pour certains d'entre vous. Je vais vous laisser quelques secondes encore pour répondre. Mais je pense qu'on voit quand même une tendance avec un engagement qui dépend plutôt de l'étudiant. Donc, certains étant engagés et d'autres qui ont lâché pendant l'année. Ce qui revient peut-être, ce qui a peut-être aussi, finalement, la réponse 2 et la réponse 3 sont peut-être légèrement similaires, voilà, en fonction des périodes et des étudiants. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques petites difficultés qui se dessinent. Et puis, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir discuter de ça juste après avec Nadia et Janine. On va pouvoir voir un petit peu quelles actions concrètes vont pouvoir être mises en place pour faciliter cet engagement des étudiants. Donc, je vais peut-être arrêter la question ici. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et puis, encore une fois, grâce à vous, on a une base pour commencer cette discussion. Mais donc voilà, on va passer aux actions concrètes à mettre en place, donc en espérant que ça puisse vous donner de nouvelles idées et des pistes pour la rentrée 2022 qui arrive déjà bientôt. Et donc, Nadia, Janine, si vous deviez proposer chacune environ, allez, disons quelque chose comme 3 actions concrètes, un peu moins si vous voulez, à mettre en place pour stimuler l'engagement des étudiants, qu'est-ce que vous nous donneriez? Alors, peut-être si je commence, moi, moi je parlerai aussi d'alignement pédagogique.
Voilà, c'est-à-dire que ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure en introduction, quoi, c'est il faut donner du sens à l'activité pédagogique qu'on propose aux étudiants. Expliquer les attendus, donner du sens. C'est-à-dire l'alignement pédagogique, c'est par rapport à son objectif, l'objectif d'apprentissage qu'on veut atteindre avec l'étudiant. Hein, il faut être en capacité aussi de proposer une activité d'évaluation qui va répondre à cet objectif d'apprentissage. Et puis, pour aligner les deux, proposer des activités pédagogiques qui aient du sens. Et ça, quand on explique aux étudiants où on veut les emmener, comment on va y arriver avec eux et comment ils vont être évalués, parce que mine de rien, il faut bien à un moment aussi les évaluer. Je vous assure que rien que ce travail d'explication, de partage avec les étudiants des objectifs d'apprentissage, déjà, je crois que c'est vraiment la première phase pour arriver à engager les étudiants. Après, en deuxième, moi, je dirais diversifier les activités. Ça aussi. Alors, c'est évidemment, hein, ça complique aussi la tâche de l'enseignant. Hein. Il faut vraiment faire un travail. Alors, nous, on parle de scénarisation. Si les Canadiens parlent de planification, mais c'est un vrai travail d'écriture de scénario. Donc, il faut diversifier les activités. Ben oui, proposer des activités en présentiel. Puis, il y a des fois, après, c'est peut-être aussi des fois pertinent de proposer des activités en ligne. Hein. Tout à l'heure, Nadia parlait de petits modules, des modules d'auto-formation. Ben oui, peut-être qu'à un moment, ça peut être pertinent pour certaines parties du cours de proposer des choses en ligne. Il faut proposer des activités où l'étudiant sera en autonomie. Voilà, des activités où il sera peut-être à travailler en groupe. Voilà, c'est ce travail comme ça, un petit peu de scénarisation, en essayant de se dire, ben voilà, pour cet objectif d'apprentissage, quelle est l'activité la plus adaptée, sachant qu'évidemment, c'est aussi, hein, tout dépend aussi évidemment du profil des étudiants. Et puis une troisième, moi je dirais l'apprentissage par les pairs. Faire travailler les étudiants en groupe, quitte à aller jusqu'à l'évaluation par les pairs. Ça, vraiment, moi, les enseignants que j'accompagne, que j'accompagnais sur de l'apprentissage collaboratif, hein, un étudiant, quand il est intégré à un groupe, voilà, quand il est seul, à la limite, voilà, ici, il n'est pas engagé, si, entre guillemets, il bâcle son travail, ça reste entre lui et l'enseignant. S'il doit collaborer avec ses pairs pour un travail du groupe qui va être après restitué, évalué, voilà, il y a quand même le regard de ses camarades, de ses collègues. Voilà. Et donc, il va, franchement, je pense qu'il s'engage beaucoup plus. Nous, on a fait des expérimentations d'évaluation par les pairs et je vous assure qu'à chaque fois, on a été bluffé par la qualité d'évaluation des étudiants sur le travail de leurs pairs. Donc, si j'avais trois actions, je pense qu'en plus, tout enseignant peut les mettre en place, même si la deuxième, diversification et scénarisation, évidemment, c'est peut-être un peu plus complexe, mais des objectifs clairs et l'apprentissage collaboratif, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en place. Et puis, si j'avais quand même droit à un bonus, parce que nous, à l'Université de Caen, on développe beaucoup ça, c'est ce qu'on va dire, on va dire la ludopédagogie. Utiliser le jeu pour engager l'étudiant. Voilà. Bon, joker, en fait. Moi, j'ai plus rien à dire. Non. Ouais, je suis absolument d'accord avec tout ce que dit Janine. Ça, c'est sûr. Si je rebondis sur le dernier, sur l'avant-dernier point qu'elle évoquait autour du travail entre pairs et de l'évaluation par les pairs, je crois qu'en effet, il y a un élément qui est très important, c'est de réussir à créer des temps d'échange entre les étudiants pendant le cours. Et en particulier, les amener à travailler en petits sous-groupes, les pousser à faire une restitution orale du travail qu'ils vont avoir fait en petits sous-groupes. Alors, il ne s'agit pas, j'ai aussi bien conscience que quand on a un amphi de 500 comme ce dont je parlais tout à l'heure, on ne va pas se mettre à diviser les étudiants en sous-groupes et on va les faire travailler ensemble. Ça va faire un brouhaha incroyable dans l'amphi, on ne va pas les faire sortir, etc. Mais il y a des conditions dans lesquelles c'est possible. Faut les faire travailler en sous-groupe sur des périodes qui sont relativement sur des créneaux de temps qui sont relativement courts pour pas rompre avec la dynamique du cours et les amener. Alors je vais vous dire que j'ai une espèce de marotte autour des soft skills, mais vraiment
à les pousser, les inciter à prendre la parole devant les autres, à apprendre à s'exprimer devant les autres. J'ai à la fois mon ancienne expérience d'enseignante où en fait on faisait quand même pas beaucoup ça, les échanges qu'on a aujourd'hui avec un certain nombre d'enseignants dans des universités, et puis troisième élément d'observation, les jeunes collaborateurs qu'on recrute et qu'on intègre dans l'entreprise. En fait, on n'a pas de problème avec leur niveau de formation la plupart du temps, mais on voit bien que la prise de parole en public, et quand je dis public, c'est pas devant 500 personnes, hein, c'est un sujet qui est souvent compliqué, et c'est des choses auxquelles ils n'ont pas été habitués. Et donc, du coup, ils ont quelques difficultés ensuite dans leur insertion professionnelle autour de ces sujets, et ça fait aussi partie soft skills. Caroline Bruno dit, je ne connais pas le mot soft skills. Donc soft skills, ce sont toutes les compétences qui ne sont pas totalement codifiables dans la description, donc qui ne vont pas être, si vous suivez des études de droit, vous allez apprendre le droit, et donc en l'occurrence un certain nombre de spécialités du droit. Donc vous allez acquérir des compétences en droit civil par exemple, donc vous allez acquérir un certain nombre de connaissances que vous allez traduire en compétences. Mais pour autant, vous n'allez pas nécessairement apprendre à vous comporter en groupe dans une situation de travail, c'est-à-dire à comment je travaille en groupe, comment j'écoute les autres, comment je réagis aux propositions des autres, comment je fais une synthèse d'un travail de groupe où on est 3, 4, 5, X, comment j'apprends à m'exprimer en public, comment j'apprends à répondre aux questions, etc., etc. Voilà. J'essaye de lire le chat en même temps, mais si je rate une question, il ne faut pas hésiter à me dire. Donc, ça, première chose, créer des temps d'échange, travaux de groupe, restitution orale et évidemment évaluation par les pairs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Janine. Ça me semble vraiment fondamental. Au passage, avec ou sans solution numérique qui pourrait aider l'enseignant dans cette dynamique-là. Deuxième élément qui me semble vraiment très important, alors certains vont sans doute dire c'est hyper daté, mais pour autant, ce n'est pas du tout généralisé, c'est le principe de classe inversée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut rompre avec cette transmission de connaissances très descendante de l'enseignant vers les étudiants et qu'on veut inciter les étudiants à participer pendant le cours, bien, le principe de classe inversée, c'est-à-dire en fait l'idée de transmettre un certain nombre d'éléments de documentation, de parties du cours ou de vidéos à regarder ou de références bibliographiques à lire avant de venir en cours, et ensuite d'organiser le cours autour de l'échange et la discussion sur la base de ce que les étudiants vont avoir lu, acquis, on va dire, acquis, enfin je ne sais pas si complètement acquis, mais en tout cas pris connaissance avant le cours. Ça permet de créer cette dynamique, cet échange et ces interactions pendant le cours. Alors le concept n'est pas du tout nouveau, je le redis une fois encore, mais il est loin d'être généralisé. Troisième idée, alors qui s'adapte sans doute un peu moins à toutes les disciplines, soit à tous les types de formations, c'est l'apprentissage par projet, c'est-à-dire la capacité à mettre les étudiants dans une situation réelle qui les amène à mobiliser des connaissances acquises dans différents cours. On a quand même aujourd'hui une offre de formation qui est en général assez silotée, c'est-à-dire que je prenais tout à l'heure l'exemple d'un étudiant en droit. Quand on est étudiant en droit, l'essentiel des cours que l'on va suivre sont des cours de droit. À la marge, on fait peut-être un petit cours de langue vivante, mais globalement, on ne fait pas de géographie, on ne fait pas d'histoire, on ne fait pas de mathématiques, on ne fait pas, etc. Le propre de l'apprentissage par projet, c'est que quand c'est possible, bien entendu, ça va permettre de mettre les étudiants dans des situations réelles, c'est-à-dire dans des situations qui ressemblent énormément à ce qu'ils vont être amenés à faire quand ils seront en emploi. Faut quand même pas, enfin, il faut, de mon point de vue, pas oublier qu'une des missions de l'université aujourd'hui, c'est aussi l'insertion professionnelle. Donc, c'est aussi d'être capable d'accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle après leurs études. Et ça, ça me semble être un point important. Et puis, Madeleine, tout à l'heure, vous avez dit 2, peut-être moins. Moi, je vais faire 2, mais une de plus.
En fait, moi, je suis très, très mauvaise élève. Je respecte jamais les consignes, en fait. C'est pour ça que je suis devenue prof, en fait. Je me suis dit, comme ça, c'est bon, c'est moi qui fixe les… Non, je plaisante. Et je pense qu'il y a un autre sujet, une autre technique, je ne sais pas si c'est une technique, je ne sais pas très bien comment le dire, mais qui a un vrai intérêt en complément de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire seul, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en complément, ça en a. C'est le micro-learning. Et parce qu'en fait, au-delà du temps de cours, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la façon dont les étudiants travaillent en dehors du cours. Et les dispositifs de micro-learning en dehors du cours me semblent être aujourd'hui des techniques, du prolongement de techniques pédagogiques particulièrement intéressants dans la façon dont les étudiants révisent, apprennent seuls, etc., etc. Merci beaucoup à tous les deux et merci de faire cette transition parfaite. Je ne sais pas si Janine voulait ajouter quelque chose. Non, c'est parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait un échange sur classe inversée, classe renversée, et quelqu'un qui citait la classe renversée de Jean-Claude Caillez de Lille, où lui, en plus, il utilise la classe renversée, même avec des grands groupes en amphi. La classe renversée, c'est les étudiants qui font le cours. C'est-à-dire que l'enseignant, il arrive, il n'a aucun cours. Et il fait construire le cours par les étudiants. C'est ça la classe renversée. Désolée, j'ai cassé la transition sur le micro. Non, mais la transition est toujours question en plus. Chat, t'en faites pas. Non, au contraire, merci beaucoup. De toute façon, si certaines de vos questions restent un peu sans réponse, normalement, on trouvera un peu le temps d'y répondre à la fin de la session aussi. J'espère qu'on ne loupera rien. Merci beaucoup, Janine, pour cette précision. Et puis, ma transition est toujours toute faite dans le chat. Je vois qu'il y a plusieurs questions justement sur le micro-learning qui nous demandent un petit peu ce que c'est. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter une définition, si on veut, mais plutôt selon WooClap et WooFlash, disons. Nous, ce qu'on entend par micro-learning, ça va être des modules courts et accessibles n'importe où, donc notamment sur mobile, par exemple, donc vraiment accessibles en fait en dehors du temps de classe. Je pense que c'est ça qui va vraiment être clé, qui vont pouvoir favoriser la rétention de l'information en la rendant plus accessible, parce que l'information va être vraiment accessible bloc par bloc, petit à petit pour l'apprenant. Et ça ne veut pas forcément dire qu'une information n'est vue qu'une seule fois, c'est-à-dire que si on est dans un objectif d'ancrage mémoriel à long terme, ce qui est quand même généralement plus intéressant, on va pouvoir répéter l'information. Voilà, ces informations qui sont vraiment la clé du micro-learning en fait. Et donc, je vais laisser, encore une fois, évidemment, Janine et Nadia nous parler un petit peu de ça et de la place qu'elles voient pour ce micro-learning dans l'engagement. Donc, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite commencer sur le sujet. Je ne sais pas. Je crois que c'était… Oui, vas-y, parce que… Alors, en fait, je suis assez d'accord avec la définition de Madeleine, mais du coup, peut-être pour compléter un petit peu, l'idée… Enfin, deux éléments. Donc, premier élément, l'idée du micro-learning, c'est d'être capable… Alors, souvent, quand même, avec une solution numérique en support, parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué, d'être capable de proposer à l'étudiant des micro-modules, des micro-parties, des petits morceaux du cours, surtout autour des concepts, autour de choses qui sont faciles à circonscrire, des modules d'apprentissage en autonomie. Donc, en autonomie, ça ne veut pas dire en dehors du cours. Vraiment, là, moi, mon idée, c'est vraiment après le cours. Donc, comme ce que WooFlash fait effectivement très bien, pour permettre à l'étudiant de s'assurer que la façon dont il travaille le contenu du cours est acquis. Et sont des dispositifs qui se développent quand même pas mal aujourd'hui à l'université. Il y a pas mal, notamment, il y a pas mal d'enseignants en santé, en particulier en médecine, qui utilisent ces dispositifs-là auprès de leurs étudiants.
Vous savez tous que les enseignants de médecine sont quand même assez avancés en matière de pédagogie numérique, c'est-à-dire depuis longtemps, ils utilisent des solutions numériques au service de l'amélioration de leur pédagogie. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'ils soient particulièrement avancés sur ces sujets. Et ça a un autre avantage, ces dispositifs de micro-learning, quand c'est du coup évidemment accompagné d'une solution numérique, c'est que ça permet à l'enseignant d'avoir un réel suivi de ce qui est acquis et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire en fait à la fois individuellement par étudiant et à la fois globalement à l'échelle du groupe. Ce qui va du coup permettre à l'enseignant de voir par exemple que telle notion, tel concept ou telle partie du cours est manifestement moins bien assimilée par le groupe dans son ensemble et que peut-être il serait nécessaire à la séance suivante ou à la fin du semestre ou à un moment de revenir sur cette partie du cours pour s'assurer que les choses sont, que le concept, le sujet, cette partie du cours est bien assimilé par les étudiants. Alors, une fois qu'on dit ça, on a l'air de se dire « Ah bah ouais, c'est un peu étrange ». C'est-à-dire qu'en fait, on va donner aux étudiants des tout petits morceaux, puis ils vont apprendre des tout petits morceaux, et donc, de façon très superficielle, ils donneront l'impression qu'ils connaissent le contenu du cours, alors qu'en fait, ils ne l'ont que survolé. J'insiste sur un point qui, pour moi, est absolument essentiel, c'est que derrière des mots-clés micro-learning, on a aujourd'hui sur le marché vraiment différents types de comportements. Moi, je crois vraiment que ce sont des techniques intéressantes à utiliser par un enseignant-chercheur dans le cadre de son enseignement global. Dit autrement, le dispositif de micro-learning autonome qui serait, et qui existe pour certains, qui serait développé par une entreprise qui vous prétendrait que en 15 heures, vous seriez, je ne sais pas moi, vous auriez acquis des compétences pour être DPO, ben non, en fait. Enfin, moi, personnellement, je ne crois absolument pas à ça. Et je crois vraiment à cette solution comme une espèce de technique, pas comme une espèce, comme une technique qui va faciliter l'acquisition des connaissances, l'assimilation du contenu du cours par les étudiants. J'ai vu, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Et il y a quelqu'un qui disait la différence entre WooClap et WooFlash. Donc, je vais donner un exemple qui va permettre, je crois, de faire la différence entre WooClap et WooFlash, sous contrôle de Madeleine, qui me corrigera peut-être. Un exemple intéressant, c'est un exemple qui est utilisé par un prof de médecine de l'Université de Bourgogne, dont j'ai oublié le nom, qui a un nom à consonance hispanique pour donner une piste pour ceux qui voudraient chercher, et qui utilise justement WooFlash comme dispositif de micro-learning en soutien, en support à son propre cours. Donc, il fait un cours d'une spécialité de médecine que là aussi j'ai oublié, bon, peu importe. Et dans cette solution numérique qui est WooFlash, donc qui est une application mobile à disposition des étudiants, il produit des contenus de micro-learning sur la base de son cours. Pablo Ortega, absolument, merci beaucoup Alexandra. Il produit des contenus sur la base de son cours en micro-learning. Donc, en fait, il sort de son cours les éléments qu'il considère comme étant les éléments essentiels qui doivent être assimilés par les étudiants. WooFlash, qui est disponible sur une application mobile pour les étudiants, va permettre aux étudiants de réviser leur connaissance du cours et de s'assurer que les concepts, les éléments, les parties du cours qui sont dans ce dispositif de micro-learning sont assimilés. Donc, première réponse, WooClap, WooFlash, vous voyez que c'est pour le coup vraiment deux solutions différentes, que WooFlash est un vrai dispositif de micro-learning. Et en l'occurrence, le retour d'expérience sur ce cas-là, c'est que ça permet vraiment à l'enseignant d'avoir une idée précise de ce qui passe et de ce qui passe moins bien. Et ça, qui est quand même un peu le rêve de tous les enseignants, de se dire, en fait, avant de corriger mes copies de partiels de fin de semestre, où finalement je me rends compte que, y compris des bons étudiants sur une partie du cours, finalement, ils ont un peu, manifestement, ils n'ont pas complètement assimilé le tout. Et donc, on se rend bien compte que quand, globalement, toute la promo est un peu faible sur une partie du cours, en général, c'est quand même un petit peu de notre faute. Globalement, il y a un problème dans la transmission à un endroit. Ça va permettre aussi à l'enseignant
d'avoir une vision de ce qui passe bien et de ce qui passe moins bien au cours de l'année, je dirais presque en temps réel. Et ça me semble être des dispositifs qui sont vraiment intéressants et qui font progresser aussi les étudiants. Merci beaucoup. Je pense que Janine, vous vouliez aussi ajouter quelque chose sur ce sujet du micro-learning. Du coup, je ne vais pas ajouter grand-chose parce que Nadia a quand même dit le principal. Mais quand je parle trop, dis-moi, tais-toi, tu parles trop. Non, mais c'est très bien. La seule chose, c'est vrai qu'à l'université, on ne parle pas beaucoup de micro-learning. Ça reste quand même un terme qui est plutôt utilisé, on va dire, dans le milieu de la formation continue. Et puis, mais on en fait, bien sûr. Nadia a donné l'exemple de médecine, mais moi, je donnerais l'exemple de tout ce qui est formation en langue. Les enseignants de langue utilisent beaucoup le système de micro-learning où ils vont faire des petites capsules vidéo très courtes. Nous, on a une équipe d'enseignants en anglais qui sont en train de construire une banque de ressources. Alors nous, on appelle ça plutôt des petites ressources médiatisées, un peu interactives, accompagnées d'une banque aussi d'exercices qui sont liés. Et ça, pourquoi aussi l'université? Alors l'université développe ça parce que on est aussi quand même dans une démarche de personnalisation, d'individualisation de la formation à l'université. On propose des parcours de remédiation et ces dispositifs, par exemple, ces dispositifs de remédiation, c'est souvent des dispositifs aussi hybridés. Et donc, on met à disposition des étudiants ces petites capsules vidéo interactives. Et l'intérêt, évidemment, c'est que chaque étudiant va les utiliser comme il le souhaite. Il y a des étudiants qui auront besoin de voir une fois, 2 fois. Il y aura des étudiants qui auront besoin de revoir plusieurs fois. Tout est tracé, tout est suivi. Voilà, on initie des démarches d'adaptive learning. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est sûr que on est un petit peu aussi obligé de suivre cette évolution, de s'adapter à ce besoin de l'étudiant. Merci. Je pense qu'effectivement, on entend beaucoup le mot adaptation qui revient et qui est, je pense, effectivement important. Et je pense qu'on a répondu en plus, mais merci, vous êtes vraiment très efficace. Je pense qu'on a répondu même aux questions dans le chat en même temps qu'à nos questions. Je pense d'ailleurs que la différence entre WooClap et WooFlash a bien été expliquée. Et donc, pour revenir très très rapidement là-dessus, WooFlash, c'est vraiment effectivement une plateforme de révision qui va être fondée sur les sciences cognitives, qui va permettre de créer des parcours d'apprentissage personnalisés, qui fait vraiment effectivement vraiment écho au micro-learning, tandis que WooClap va être vraiment un outil d'interactivité, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qu'on utilise pour créer de l'interactivité lors d'une session, lors d'un cours. Donc voilà pour ces questions sur le micro-learning. Et puis je pense que maintenant, ce qui va tous nous intéresser pour savoir maintenant, avec toutes ces informations, comment on va pouvoir commencer à mettre tout ça en place. Donc je vais vous poser peut-être la dernière question du jour, Nadia et Janine. Par où commencer pour engager ses étudiants quand on n'a pas forcément, par exemple, aussi le soutien d'une équipe d'innovation pédagogique dans son établissement. Donc voilà, en tant qu'enseignant, voilà, comment vous vous conseillerez de commencer sur ce sujet de l'engagement étudiant? Bon, je commence, mais tu me coupes dès que… Ouais, c'est une bonne question parce qu'en plus, c'est une question qui concerne en réalité beaucoup d'établissements. Janine ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le CEMU, c'est quand même la plus grosse équipe d'ingénierie pédagogique, de services d'accompagnement des étudiants parmi toutes les universités françaises. Donc, l'université de Caen, c'est à la fois un excellent exemple pour voir ce qui se fait de très bien, voire de mieux, et en même temps, c'est un très mauvais exemple pour un enseignant qui se retrouverait presque tout seul. C'est pour ça que je t'ai laissé commencer. C'est ça. Je sais pas, mais je dirais que la première chose, c'est de s'inspirer de ses collègues dans d'autres établissements le plus souvent, ou dans son établissement parfois, mais de ses collègues enseignants qui font déjà des choses. Alors, quand je dis ça, on me dit « Ah bah ouais, mais enfin, comment je fais pour les identifier ?» En réalité, il y a quand même un certain nombre d'enseignants dans différentes universités, en France ou dans d'autres pays francophones, et en particulier en Belgique,
ou au Québec, qui documentent énormément leur démarche. Et donc, si on a vraiment envie de réfléchir sur sa pratique pédagogique, de trouver des techniques, des astuces pour davantage créer de l'interaction pendant ses cours et d'engager davantage ses étudiants, je dirais que le premier conseil, c'est d'aller regarder ce que font ceux qui le font déjà et qui documentent la démarche. Donc, pour vous donner quelques exemples, je dirais que sans doute l'exemple le plus connu, c'est ce qui se fait au Louvain Learning Lab, donc au Learning Lab de l'Université catholique de Louvain, qui est francophone et qui documente très précisément sa démarche, qui publie en particulier des cahiers de l'innovation pédagogique, c'est comme ça qu'ils s'appellent, de façon régulière. C'est les cahiers du Learning Lab de Louvain. Voilà, les cahiers du LLL, qui sont disponibles en ligne en téléchargement sur différents types de pratiques pédagogiques. Ensuite, en France, il y a quand même quelques universités qui sont assez avancées sur ces sujets. Donc, Caen, bien évidemment, mais l'Université de Strasbourg est aussi particulièrement avancée sur ces sujets et documente assez bien la démarche. Donc, et publie aussi les cahiers de l'IDIP, qui est l'Institut d'innovation pédagogique. Ouais. L'Université de Lille est aussi une université qui est assez avancée sur ces sujets d'innovation et de transformation pédagogique et qui, elle aussi, documente la démarche, etc., etc. Et puis après, il y a tout un ensemble de profs qui partagent sur leur chaîne YouTube, sur leur page Facebook, etc., enfin, sur des outils qui vont être des outils personnels de l'enseignant et qui sont des mines d'informations. Donc, je dirais que vraiment, le premier truc, c'est vraiment ça. Et puis après, moi, j'encourage souvent les enseignants qui ont envie d'essayer de tester des solutions technologiques. Je pense que WooClap est sans doute un très bon exemple pour ça. Je pense que vos premiers pas dans l'université française ont débuté avec des enseignants qui avaient envie de tester et vous qui étiez en mesure de répondre à leurs demandes, d'envie de tester de façon autonome votre solution en l'occurrence. Et il y a quand même qu'en essayant en conditions réelles qu'on se rend compte si ça correspond réellement à son besoin ou pas, quoi. J'ai pas tout dit là. Hein. Non. Après, c'est vrai que moi, je suis dans une position, voilà, c'est ce que tu disais. Moi, je fais vraiment partie d'un service d'accompagnement. Donc, les enseignants de l'université de Caen ont cette chance-là, même s'ils ne la saisissent pas tous. Mais moi, je me disais, si la question par où commencer pour engager les étudiants, moi, vraiment, je reviens à mon introduction, mais c'est vraiment aussi la posture de l'enseignant. Et moi, si j'avais deux mots, enfin, c'est vraiment l'accompagnement et la bienveillance. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens à l'étudiant, le valoriser, l'accompagner, mais il faut aussi que ça soit dans les deux sens. Hein. Moi, c'est ce que je dis souvent aux enseignants, il ne faut pas non plus hésiter à expérimenter des choses et dire aux étudiants, on expérimente. Voilà, j'expérimente avec vous parce que là, je vois, voilà, et puis on tente ça ensemble. Puis après, le droit à l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage hein, dans les deux sens. Donc moi, je dirais ça. Et alors, ce que je disais l'autre fois quand on préparait cette séance, mais nous, on a emmené des enseignants là, il y a 15 jours, faire une expédition au Québec, Learning Expédition au Québec. Et après, évidemment, on a eu beaucoup d'échanges avec des enseignants, des services de soutien québécois. Et ce qui nous a tous frappés, que ce soit équipe d'accompagnement et enseignants présents, on avait des nouveaux maîtres de conférences, on avait des enseignants un peu plus, ce qu'on appelle nos enseignants pairs, c'est vraiment cette reconnaissance de l'étudiant, cette bienveillance qu'il y a entre enseignants et étudiants. C'est-à-dire, par exemple, je boucle. Hein, pour moi, une des premières actions à mettre en place, c'était vraiment d'expliquer aux étudiants ce que nous, on appelle un peu, enfin, donner le syllabus du cours. Eux, c'est ce qu'ils appellent le plan du cours. Un plan du cours, au Québec, c'est obligatoire. Un cours n'ouvre pas si le plan du cours n'a pas été diffusé aux étudiants. Et il y a ce qu'ils appellent l'entente d'évaluation, c'est-à-dire que l'enseignant, dès le début du cours, il va expliquer aux étudiants comment ils vont être évalués, quel rythme, quel type d'évaluation. Et il y a un document qui est
les étudiants ont la possibilité d'échanger avec l'enseignant, voire même de négocier. Hein, et il y a un document qui est signé entre l'enseignant et 2 étudiants représentants. Et donc, dès le départ, il y a ce sentiment d'échange, de bienveillance, de collaboration qui fait que, oui, je suis persuadée que les étudiants s'engagent plus facilement. Donc, au-delà de toutes les solutions technologiques et autres, moi, vraiment, si on arrive à avoir un climat de confiance et de bienveillance, déjà, on a un peu, je pense, je pense qu'on va gagner déjà l'engagement des étudiants. Merci beaucoup pour vos réponses là-dessus. Je pense qu'on a pu répondre aux questions qui sont arrivées au fur et à mesure dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitiez encore rebondir sur, par exemple, Nadia, sur ce que vient de dire Janine, si vous aviez des choses à ajouter sur le sujet. Elle aurait dû m'emmener avec elle au Québec. Non, mais très... Oui, mais c'est vrai, hein, tout ce qui est, vraiment la réaction, quand on a dit qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qui est différent, c'est vraiment la place de l'étudiant dans les campus québécois. Ils sont présents dans tous les comités programmes, c'est eux qui gèrent toute la partie, tout ce qui est boutique, cafétéria, tout est géré par les étudiants, quoi. Donc, et ça, déjà, ça crée un sentiment de valorisation, d'implication et donc certainement d'engagement. Hein. Très intéressant. Merci beaucoup. Écoutez, alors, je ne sais pas, il y avait une question entre Moodle et votre Flash. Tout à fait. Alors, je pense que Charlotte avait pu mettre dans le chat un article, effectivement, qui nous parle un peu de la complémentarité entre Moodle et WooFlash. Que ce soit entre WooClap, WooFlash et Moodle, on est vraiment sur des questions de complémentarité entre les outils, des outils qui vont fonctionner ensemble, parce qu'effectivement, beaucoup d'établissements utilisent Moodle comme LMS, et l'idée ne va pas forcément être de venir remplacer le LMS, mais au contraire, de travailler avec celui-ci. Donc, je vous invite, si vous voulez, à aller voir cet article, qui, je pense, mériterait une petite mise à jour, d'après ce que j'ai pu voir dans le chat, qui sera certainement faite. Et puis, alors, il y avait Mélodie aussi qui réagissait disant que même si on laisse la possibilité aux étudiants de négocier, ça ne suscite pas immédiatement l'engagement des étudiants. Et c'est vrai, Mélodie a raison, hein, ce que je disais tout à l'heure, les étudiants ne sont pas toujours, chez nous, ne sont pas encore toujours prêts à toutes ces démarches d'interaction, d'être aussi associés, ce que je disais aussi par rapport à l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage projet, mais parce que c'est aussi, ils n'ont pas été formés non plus spécialement à ces méthodes aussi au lycée. Donc c'est vrai que c'est culturel, hein, donc il faut aussi, même si on dit qu'il faut que les enseignants fassent évoluer leurs pratiques pédagogiques, il faut aussi que les étudiants fassent aussi évoluer leur méthode d'apprentissage. Mais l'un ne se fera pas sans l'autre et l'autre ne se fera pas sans l'autre. Donc c'est une évolution, je pense, du système éducatif français. Tout à fait, merci. Je vois qu'on a aussi quelques questions, pardon, et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme LMS, effectivement, sans forcément préciser. LMS qui veut dire en anglais Learning Management System, et qui effectivement, comme l'indique Patricia, c'est une plateforme effectivement avec les modules d'apprentissage et d'évaluation qui est utilisée par beaucoup d'établissements, sur lequel les différents matériaux de cours sont mis en ligne par les enseignants, qui permet de gérer beaucoup de choses au sein d'une université ou d'une école. Et donc, on peut y ajouter des outils, notamment WooClap et WooFlash, par exemple. Alors, je ne sais pas si on avait d'autres questions qui étaient restées sans réponse. Il me semble qu'on avait fait un petit peu le tour des remarques. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a encore quelques minutes devant nous pour répondre à certaines questions. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire. Normalement, on a d'autres questions. Alors après, on peut parler un petit peu, là, parce que ça, on en parle beaucoup dans l'enseignement supérieur, hein, par rapport à l'engagement, le suivi de l'engagement, c'est
Alors, ça rejoint peut-être un peu Woodflash. Enfin, c'est ce qu'on appelle les tableaux de bord de suivi des étudiants, hein, c'est-à-dire, par exemple, alors, si je reviens à Québec, à l'Université de Laval à Québec, ils ont développé un tableau de bord de suivi de l'étudiant. C'est-à-dire, c'est un tableau de bord qui trace un petit peu l'activité de l'étudiant. Est-ce qu'il a bien effectué l'activité qui était prévue en temps? Est-ce qu'il s'est engagé? Et toute l'équipe pédagogique partage ce même tableau, hein, et l'étudiant aussi. L'étudiant peut suivre à peu près s'il voit s'il a pris du retard ou pas. L'équipe pédagogique peut intervenir, interagir avec l'étudiant si il juge que voilà, son taux d'engagement ne correspond pas à ce qui était attendu, et tout ça. Donc, avec évidemment derrière des moteurs d'intelligence artificielle. Non, voilà, est-ce que il y a aussi une limite à ces tableaux de bord, mais en tous les cas, on voit bien que voilà, il y a des recherches, il y a des choses, il y a des expérimentations qui se font autour de ces tableaux de bord suivis. Alors, je vois qu'on a une question qui arrive de la part de Lydia, qui nous dit que lors de son récent DU en santé, ils sont revenus vers quelque chose de plus, comme elle dit, basique, scolaire, et même elle utilise même le mot rude lors de la réalisation et de la rédaction de son mémoire de fin d'études, et qui nous demande s'il y aurait de l'innovation aussi à espérer sur ce genre d'exercice. J'imagine ce genre de très gros exercices que sont les mémoires. Je me souviens d'ailleurs très bien du mien. C'est que c'est pas évident comme exercice. Je ne sais pas si vous avez des idées sur le sujet. Je ne suis pas sûre, moi, de comprendre totalement la question. Donc, j'ai envie de répondre apprentissage par projet, mais en fait, peut-être ce n'est pas du tout ça que vous avez en tête. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment de dire aujourd'hui, et c'est un peu ce que je disais déjà tout à l'heure, mais c'est extrêmement important d'être capable d'accompagner les étudiants dans leur capacité à travailler avec les autres. Et non pas en mode on fait un travail en TD, en groupe, et puis on a toujours un petit freerider qui se balade dans le groupe et qui profite du fait qu'il y en a deux qui vont bosser pendant qu'il y en a deux qui vont moins bosser, on va dire ça comme ça. Mais vraiment se dire que l'apprentissage par projet, le travail par projet, c'est mettre les étudiants en situation réelle de travail et constituer des groupes avec des compétences complémentaires pour pouvoir faire ensemble un travail qui est meilleur que tout seul. Et globalement, aujourd'hui, dans l'entreprise, dans les organisations de façon générale, hein, c'est quand même comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité à mettre ensemble des intelligences complémentaires avec des compétences complémentaires pour pouvoir faire à plusieurs un travail meilleur que tout seul. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Lydia, mais pour moi, il y a aussi quelque chose d'intéressant à faire dans ce sens-là. Et puis en plus, si on est dans le domaine de la santé, enfin quand même aujourd'hui, les professionnels de santé, la plupart du temps, ils travaillent quand même à plusieurs sur le cas d'un patient, quoi. Enfin, le plus souvent, on va dire. Donc ça me semble être une piste. Ouais. Oui, il y a aussi, nous, on a de plus en plus d'enseignants qui, au lieu de demander des rédactions de dossiers, demandent aussi à leurs étudiants, ça rejoint un peu ce que dit Nadia, mais des productions multimédia, c'est-à-dire, évidemment, il faut toujours une partie rédactionnelle, mais elle peut être aussi accompagnée d'une partie production multimédia. Il y a le portfolio aussi, hein, on a de plus en plus d'enseignants qui utilisent les portfolios. Voilà. Il y a Antonio, la remarque d'Antonio qui dit je suis enseignant formateur et ça bouge au lycée, donc c'est bien. D'ailleurs, ce que je disais, hein, il faut aussi que ces méthodes émergent aussi du lycée pour un moment qu'à l'université, on accueille aussi des étudiants qui sont un petit peu dans cette démarche d'apprentissage autonome et actif. Je pense que oui, ça a pu répondre en tout cas en partie aux interrogations de Lydia. Et puis, il me semble que le portfolio avait été proposé, effectivement. Peut-être que dans les années à venir, qui sait, ce sera quelque chose d'accepté. Mais je vois qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Je pense qu'on a répondu... elle avait proposé un portfolio, mais il a refusé. Ah, bah oui, il faut... voilà. Ouais.
Après, on n'a pas dit que tout le monde était forcément, enfin que tous les enseignants étaient totalement engagés dans cette dynamique. Hein. Donc, peut-être que vous n'avez pas eu de chance, Lydia. Et la réaction de Stéphane, oui, le but, Ouais. là on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avec toute la réforme de l'approche par compétences, hein, tout à l'heure Nadia, tu parlais justement de ces compétences transversales qui ne devaient pas être non plus déconnectées des compétences didactiques. Avec la réforme par l'approche par compétences, les enseignants vont devoir travailler ensemble pour proposer des études de cas, des mises en pratique, enfin, ce qu'on peut appeler des situations d'apprentissage et d'évaluation qui vont être transversales, hein. Et donc là, on risque de sortir du dossier classique, mais aller vers des portfolios, aller vers des projets. Oui. Donc, ça aussi, hein, ça va imposer aux équipes pédagogiques un petit peu de modifier leur modalité, le format de leur évaluation. C'est clair. Merci beaucoup. Bon, il est pile 14h30. Je pense qu'on a été vraiment plutôt doués aujourd'hui pour respecter notre planning. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions et tout s'est bien passé. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ces interventions. Je pense qu'on a eu pas mal de retours, de remerciements déjà. Donc, je pense que vous avez pu inspirer pas mal de monde. J'en profite évidemment pour vous parler de notre prochain webinaire, pour conclure là-dessus. Si vous avez toujours envie d'en apprendre toujours plus sur ces sujets, eh bien, tout simplement, vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire. Je pense que ma collègue Charlotte va vous partager le lien pour s'y inscrire. Donc, ça sera un retour d'expérience de Marc-Antoine Giffard, ou Giffard, je suis désolée si je le prononce mal, qui est coordinateur pédagogique de l'Industrie, que vous connaissez peut-être, et qui va expliquer comment il met en place, lui, de son côté, une stratégie d'innovation pédagogique qui est centrée sur les apprenants pour mieux les engager dans leur parcours d'apprentissage. Et il parlera de ce qui a fonctionné pour eux, ce qui a moins bien fonctionné, des difficultés, mais aussi des perspectives d'amélioration. C'est toujours intéressant, évidemment. Donc voilà, ça sera un webinaire interactif. Donc les participants pourront aussi partager leurs expériences. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. On sera très heureux de vous y retrouver. Et donc je remercie encore une fois Janine et Nadia pour votre participation aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt sur peut-être un prochain webinaire, par exemple. Peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. En tout cas, merci Madeleine pour l'animation et à tout le monde pour ces échanges. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.